Bonjour à tous, chers abonnés de Une retraite sereine. Vous est-il déjà arrivé de devoir porter une robe de mariée qui n'était pas la vôtre pour épouser un homme dont vous n'aviez jamais vu le visage? Et tout cela pour remplacer votre propre sœur qui s'était enfuie la veille du mariage simplement parce que le fiancé était, à ses yeux, un pauvre manœuvre. C'est précisément l'histoire rocambolesque qui est la mienne. La petite dernière choyée de la famille, traitée comme une princesse, a piqué une crise et annulé son mariage en découvrant que son futur époux n'était qu'un simple ouvrier sur un chantier. Et c'est moi, l'aîné, qui ai dû en assumer toutes les conséquences. J'ai été littéralement poussé vers cet hôtel, vers un mariage que tout le monde considérait comme une union de seconde zone, les restes méprisés abandonnés par ma sœur. Mais le plus incroyable, le plus absurde dans toute cette affaire, ne fut pas ce mariage forcé. Non, le choc de ma vie eut lieu le lendemain matin, dans la modeste chambre de bonne sentant le renfermé, alors que je tendais une main tremblante à mon mari, pour lui demander à peine 200 € pour faire les courses. C'est alors que cet homme, mon mari, ce prétendu manœuvre, a sorti son smartphone sans un mot et a effectué un virement sur mon compte. Il m'a envoyé une somme que je n'aurais jamais osé imaginer, même dans mes rêves les plus fous. 1,5 million d'euros. La notification de dépôt sur mon téléphone a résonné à mes oreilles comme un coup de tonnerre, me laissant pétrifié sur place. Ce jour-là aurait dû être le jour du mariage de ma petite sœur, Chloé. Avec sa peau diaphane et son allure d'ange, Chloé a toujours été la préférée de notre mère, grandissant comme une princesse. Moi, sa sœur aînée, Hélène, sans être laide, je portais sur mon visage les stigmates de la pauvreté, des privations et des années de labeur, ce qui me faisait paraître bien plus que mes 24 ans. Pour une raison que j'ignore, ma mère ne m'a jamais traité avec affection. À ses yeux, seule Chloé comptait. J'étais la machine à sous, la bonne à tout faire non rémunérée, qui servait à satisfaire sa vanité et celle de ma sœur. Mais je ne leur en ai jamais voulu. Je m'étais résigné à mon sort, acceptant que telle était ma destinée. Cette année, pour les 20 ans de Chloé, ma mère avait consulté une voyante réputée dans la région. Selon la prophétie, Chloé devait se marier dans l'année pour que la chance sourie enfin à notre famille et que notre situation s'améliore. Folle d'impatience, ma mère s'est mise en quête d'un gendre. Mais Chloé, dont l'arrogance n'avait d'égal que sa beauté, refusait tous les prétendants. Trop petit, la peau trop mate, pas de voiture allemande. Les prétextes étaient aussi nombreux que variés. À bout de nerfs, ma mère a fini par solliciter les services de Madame Moreau, une entremetteuse bien connue dans notre village de la Creuse. Et c'est cette dame qui est venue un jour chez nous, affirmant avoir déniché une perle rare. L'homme s'appelait Julien, un technicien travaillant sur un grand chantier de construction à Paris. Pour être précise, elle a dit qu'il était ouvrier du bâtiment. Madame Moreau n'a pas tari d'éloges à son sujet. Un jeune homme certes réservé, mais d'une honnêteté et d'un sérieux à toute épreuve. Bien que son travail soit pénible, il était grand, bien bâti, et ne déparerait nulle part. Mais le plus important, c'est qu'il était prêt à offrir une somme considérable en guise de participation pour le mariage. 50 000 €. 50 000 €. Pour une famille modeste comme la nôtre, c'était une fortune, l'équivalent de toutes nos économies. En entendant cela, les yeux de ma mère se sont mis à briller, et elle a hoché la tête frénétiquement. Sans même consulter sa fille, elle a donné son accord sur le champ. De retour à la maison, ma mère a vanté ce parti à Chloé, comme si elle avait trouvé un lingot d'or. Au début, en entendant le mot « manœuvre », Chloé a affiché une moue de mépris, mais à l'annonce des 50 000 €, son cœur a semblé vaciller. Après tout, marions-nous d'abord, s'est-elle dit. Une fois l'argent encaissé, on verra bien. Qu'est-ce qu'un type qui bosse sur les chantiers peut bien y connaître? Il finira par faire tout ce que je veux. Le mariage s'est donc organisé à une vitesse fulgurante. Le camp du marié a déclaré qu'il s'occuperait de tout, sans aucune exigence de notre part. La mariée n'avait qu'à venir. Ils ne se sont même pas rencontrés une seule fois avant le mariage, toute leur communication passant par WhatsApp. Tout semblait se dérouler à merveille, mais le drame a éclaté la veille de la cérémonie. Alors que tous les préparatifs étaient terminés, jusqu'au traiteur, Chloé a soudainement reçu une photo de ce fameux Julien sur son téléphone. Il voulait, sans doute, que sa future femme voie son visage à l'avance. La photo montrait un homme en bleu de travail, couvert de poussière, le visage maculé de ciment, un casque de chantier sur la tête,
La peau noircie par le soleil, il était accroupi à côté d'un tas de briques, mangeant son repas dans une gamelle en plastique. En voyant cette image, Chloé a perdu toute raison. Non, je refuse de me marier. Comment pourrais-je vivre avec un homme aussi sale? Un tel crève la faim, je mourrais de honte. Ma sœur a hurlé en brisant le miroir de sa coiffeuse. Ma mère s'est précipitée pour la calmer, mais en vain. Cette nuit-là, Chloé a laissé une courte lettre et a quitté la maison. Plutôt mourir que d'épouser un manœuvre pareil. Maman, Hélène, débrouillez-vous. La maison a été plongée dans le chaos. Le mariage était pour le lendemain, les invités allaient arriver, et la mariée avait disparu. Le scandale public était une chose, mais la perspective de perdre les 50 000 € était ce qui tourmentait le plus ma mère. Et dans ce moment de désespoir, son regard s'est tourné vers moi. Un regard froid, calculateur. Ma mère m'a entraîné dans ma chambre, a verrouillé la porte et s'est soudainement agenouillée devant moi en sanglotant. « Hélène, ma chérie, sauve ta mère, sauve cette famille. » Chloé, dans son inconscience, s'est enfuie. Tu es la seule à pouvoir nous sauver maintenant. Ne pourrais-tu pas mettre la robe de mariée à la place de ta sœur? Je n'en croyais pas mes oreilles. À la fille qu'elle n'avait jamais aimée, elle demandait de nettoyer les dégâts causés par sa fille chérie, mais elle ne m'a même pas laissé le choix de refuser. Invoquant la dette de m'avoir mise au monde, elle m'a menacé de se tuer sur le champ si je refusais. Finalement, face à sa pression et à ses larmes de crocodile, je n'ai pu qu'acquiescer dans le désespoir. Chers abonnés, voilà comment a commencé ma vie conjugale, aussi absurde que tragique. Mon mari, le manœuvre, s'est-il rendu compte de la supercherie? Qu'allait devenir mon mariage? Et quel secret se cachait derrière ce virement d'1,5 million d'euros? Si vous voulez connaître les réponses, et si vous souhaitez m'accompagner dans ma quête du bonheur au milieu de cette tragédie, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour la suite de mon histoire. Abasourdi devant le chiffre d'1,5 million d'euros affiché sur mon compte, une seule question tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi un parfait inconnu, devenu mon mari par un concours de circonstances en l'espace d'une nuit, m'aurait-il donné une somme aussi colossale? Mais une fois le choc initial passé, une autre vague de tristesse m'a submergé. Même tout l'or du monde ne pourrait effacer les années d'humiliation et les cicatrices gravées au plus profond de mon âme. Pour que vous compreniez ce que je ressentais, il faut que je vous raconte mon histoire, celle d'une vie ballottée au gré du vent comme une feuille morte. Je suis né dans un petit village pauvre de la Creuse. Nous n'étions que 2 enfants, ma sœur Chloé et moi. Pour une raison que j'ignore, ma mère ne m'a jamais aimé, même enfant. Peut-être parce que je n'étais pas aussi jolie et câline que ma sœur. Ou peut-être parce que j'étais taciturne et que je ne savais pas faire de minauderie. Dans mes souvenirs d'enfance, il n'y a pas une seule étreinte de ma mère, pas un seul bonbon ou paquet de gâteaux reçus de ses mains. Tout son amour, toute son affection, était exclusivement réservé à Chloé. Le seul œuf de la maison était pour Chloé. Les vêtements neufs achetés par ma mère étaient pour Chloé. Moi, je regardais en silence, m'habituant au fait que, même dans ma propre maison, j'étais une étrangère. Mon père est mort de maladie quand j'étais jeune, et la charge de la famille est retombée entièrement sur les épaules de ma mère et les miennes. Quand j'ai fini le collège avec des résultats qui m'auraient permis d'intégrer un excellent lycée à Limoges, je me suis agenouillé devant ma mère, la suppliant de me laisser continuer mes études. Mais sa réponse fut glaciale. À quoi bon étudier? Une fille, même avec des diplômes, finit toujours par se marier. Toi, tu restes à la maison pour m'aider et gagner de l'argent. Il faut payer les études de Chloé. Elle est jolie, elle ira à l'université plus tard, se mariera à Paris et relèvera notre famille. Les paroles de ma mère ont été comme des poignards qui ont brisé mes rêves en 1000 morceaux. Cette année-là, à 16 ans, j'ai fermé mes livres et j'ai suivi les gens du village pour aller travailler dans une usine en ville. Mes mains, qui n'avaient tenu que des crayons, ont dû s'habituer aux aiguilles acérées des machines à coudre et au vacarme incessant des ateliers. Chaque mois, en recevant mon salaire, j'économisais sou après sou pour tout envoyer à ma mère, ne gardant pour moi que le strict minimum pour le loyer et la nourriture. Je me consolais en me disant « C'est normal, je suis l'aîné, je dois me sacrifier pour ma sœur ». Grâce à l'argent que j'envoyais, Chloé a pu étudier sans manquer de rien,
s'acheter de jolis vêtements et vivre comme une demoiselle. Bien qu'elle n'ait pas été une élève brillante, ma mère a payé pour qu'elle intègre une école privée à Paris. Le jour de sa rentrée, j'ai vidé le peu d'économies qui me restait pour lui acheter un scooter neuf, afin qu'elle puisse se déplacer plus facilement. En recevant le scooter, sans un mot de remerciement, elle a fait la moue et a dit « C'est quoi ça? C'est trop démodé. Toutes mes copines ont des voitures allemandes. » En entendant ces mots, mon cœur s'est serré, mais je n'ai rien pu dire. Pendant toutes ces années, j'ai vécu comme une ombre, travaillé, envoyé de l'argent, simplement existé. Sans amis, sans loisirs, sans avenir. Je pensais que ma vie continuerait ainsi, faide et sans but, que je travaillerais jusqu'à la vieillesse, que j'épouserais un homme du coin, que j'aurais quelques enfants et que je répéterais la vie de labeur de ma mère. Mais je n'aurais jamais imaginé que mes sacrifices, loin d'être reconnus, seraient considérés par ma propre famille comme un dû, une marchandise qu'on pouvait vendre à tout moment. Et ce mariage par substitution était le dernier prix à payer pour l'égoïsme de ma famille. Ils avaient volé mes rêves, ma jeunesse, et maintenant, ils jetaient le reste de ma vie dans un mariage que je n'avais pas choisi. Je pensais que c'était la fin de la tragédie, mais je me trompais peu. Être, de l'autre côté de la porte de cette modeste chambre de bonne, un autre chapitre de ma vie, imprévisible et mouvementé, était sur le point de commencer. Le soir du mariage, je n'oublierai jamais ce jour. La maison était remplie de rires forcés et d'une excitation feinte. Ma mère avait fait le tour du village pour se vanter de son gendre parisien et des 50 000 euros. Chloé, dans une robe de mariée hors de prix que j'avais dû emprunter, posait devant le miroir en fredonnant. Seule mon anxiété était palpable. Je regardais ma sœur. La robe blanche la rendait éblouissante, mais son regard ne reflétait aucune trace du bonheur d'une future mariée. Il n'y avait que le calcul et l'attente d'une vie opulente à venir. C'est à ce moment-là qu'une notification WhatsApp a retenti sur son téléphone. Elle a regardé l'écran, et son visage, jusque-là rayonnant, est devenu livide. Elle fixait l'écran, les lèvres tremblantes, avant de pousser un cri, un hurlement de dégoût et de fureur. « Mon Dieu, c'est quoi ça ?» Elle a jeté son téléphone sur la coiffeuse, faisant tomber et briser plusieurs flacons de parfum. Ma mère et moi avons accouru. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé ma mère avec urgence. Chloé, au lieu de répondre, a pointé son téléphone d'une main tremblante. J'ai ramassé l'appareil. Sur l'écran, il y avait une photo envoyée par un contact nommé Julien. La photo montrait un homme accroupi sur un tas de briques effondrées, sur ce qui ressemblait à un chantier. Il portait des vêtements de travail usés et déchirés. Son corps était couvert de poussière de ciment. Sous son casque de chantier usé, son visage était noirci par le soleil et couvert de sueur. Dans ses mains, il tenait une boîte en plastique, probablement son modeste déjeuner. Sous la photo, un message. « Petite pause déjeuner. Je t'envoie une photo. On se voit demain, ma chérie. » J'ai retenu mon souffle. Cet homme, c'était Julien? Le riche entrepreneur que ma mère et Chloé avaient imaginé, c'était, littéralement, un manœuvre. Il n'était pas laid. Il avait même un air robuste et viril. Mais la pauvreté et la fatigue étaient si manifestes. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère. Son visage était aussi blanc qu'un linge. Elle a bégayé. C'est une erreur, non? Peut être que c'est une blague. Une blague, a crié Chloé en fondant en larmes. Tu trouves ça drôle, maman? C'est une arnaque. Tout était une arnaque. Un pauvre manœuvre qui a osé me mentir. Je ne me marie pas, plutôt mourir, mais je n'épouserai jamais un homme pareil. Quelle honte! Comment je vais vivre? Si mes amis l'apprennent, je ne pourrai plus jamais montrer mon visage. Ma sœur s'est mise à hurler, à casser des objets, à jeter ses vêtements et son maquillage. Ma mère a tenté de la prendre dans ses bras pour la consoler. « Calme-toi, ma chérie. Je vais appeler Madame Moreau et lui demander des explications. » Mais Chloé n'entendait rien. Elle a repoussé ma mère et m'a foudroyé du regard, un regard plein de haine et de jalousie, comme si tout était de ma faute. « C'est à cause de toi. Ta malchance me poursuit. C'est toi qui aurais dû épouser un manœuvre pareil, pas moi. » A-t-elle hurlé à mon visage. J'étais pétrifié, incapable de bouger. Ces mots étaient des couteaux qui transperçaient mon cœur. J'avais tout sacrifié pour elle. Et maintenant, elle me maudissait.
Cette nuit-là, personne n'a dormi chez nous. Ma mère a tenté de joindre Madame Moreau toute la nuit, sans succès. Chloé s'est enfermée dans sa chambre, pleurant et cassant des objets. Et moi, le cœur vide, je suis resté assis seul dans un coin de la cuisine. J'avais pitié de mon sort, mais une partie de moi ressentait une certaine satisfaction. C'était peu, être la punition pour la cupidité et les illusions de ma mère et de ma sœur. Mais je n'imaginais pas que leur tragédie allait encore une fois retomber sur ma tête. Le lendemain matin, quelques heures seulement avant que la famille du marié ne vienne chercher la mariée, ma mère a forcé la porte de la chambre de Chloé. Ma sœur avait disparu. Sur le bureau, une courte note griffonnée avec colère. « Je m'en vais. Même si je dois mourir de faim dans la rue, je n'épouserai pas un manœuvre. Ne me cherchez plus. Maman et Hélène, débrouillez-vous avec ce mariage. » La maison s'est figée. Ma mère s'est effondrée sur le sol, pleurant en silence. Le traiteur était commandé, les invités conviés, et la dot de 50 000 € avait déjà été presque entièrement dépensée pour rénover la maison et acheter des meubles. Maintenant que la mariée s'était enfuie, non seulement nous allions être la risée de tout le village, mais nous allions devoir payer des pénalités aux mariés et rembourser la dot. Dans ce moment de désespoir et de chaos, ma mère a soudainement levé la tête et m'a regardé. Je n'oublierai jamais son regard à ce moment-là. Ce n'était pas le regard d'une mère, c'était la lutte désespérée d'une personne qui se noie et qui s'accroche à la dernière brindille. Et cette brindille, c'était moi. Le rideau était sur le point de se lever sur la pièce la plus tragique de ma vie, un échange de sacrifices. La maison était plongée dans un silence de mort. Seuls les sanglots étouffés de ma mère se faisaient entendre. Elle était assise par terre, à côté de la note laissée par Chloé. Elle avait l'air si pitoyable, mais je savais que ses larmes ne coulaient pas pour sa fille insouciante. Ma mère pleurait sur ses propres pertes. Elle pleurait sur la honte qu'elle allait subir devant les voisins, et surtout, sur la perte des 50 000 €. Après un long moment, elle a relevé la tête. Ses yeux injectés de sang me fixaient intensément. « Hélène » a-t-elle appelé d'une voix rauque. Je suis resté dans mon coin, sentant un funeste présage, sans dire un mot. Elle s'est levée en titubant et s'est approchée de moi d'un pas lourd. Et à ma grande stupeur, elle s'est soudainement agenouillée devant moi, s'agrippant à mes jambes. « Hélène, ma fille, sauve ta mère. S'il te plaît, sauve cette famille. » Elle pleurait à chaudes larmes, le visage inondé. Chloé s'est enfuie. Les invités vont bientôt arriver, la famille du marié aussi. Si la mariée n'est pas là, que va-t-on devenir? Les gens vont se moquer de moi, dire que j'ai été aveuglé par l'argent et que je me suis fait avoir. Je ne pourrais pas supporter ça, Hélène. J'ai essayé de la relever, pétrifiée, mais en vain. Elle s'agrippait fermement à mes jambes, me suppliant. « Hélène, juste cette fois, sauve ta mère. S'il te plaît, ne pourrais-tu pas prendre la place de Chloé, mettre sa robe et te marier à sa place ?» J'avais vaguement anticipé cette proposition, mais l'entendre de sa propre bouche m'a fait l'effet d'un coup de marteau sur la tête. Que disait-elle? Elle demandait à la fille qu'elle n'avait jamais considérée comme sienne de devenir la victime des erreurs de sa fille chérie, d'en payer le prix. « Maman, vous êtes folle ?» ai-je crié en essayant de me dégager. « Comment pourrais-je faire ça? Avec un homme que je n'ai jamais vu? Et puis, c'est le mariage de Chloé, pas le mien. Je ne suis pas folle, » a-t-elle répondu en relevant son visage baigné de larmes. Ses yeux brillaient d'une lueur effrayante. À ce stade, peu importe qui est le mariage. Elle s'est enfuie. Si la mariée n'est pas là aujourd'hui, sa famille ne nous laissera pas tranquilles. Ils demanderont le remboursement de la dot. Ils réclameront des dommages et intérêts. Comment allons-nous payer tout ça? Tu veux voir ta mère à la rue? Tu veux voir cette famille ruinée? Ma mère est passée des supplications aux lamentations, puis aux reproches. Je sais que je ne t'ai pas bien traité depuis ton enfance, que j'ai toujours préféré Chloé. Mais je suis quand même ta mère, celle qui t'a mise au monde. Juste pour cette fois, ne pourrais-tu pas faire preuve de piété filiale? Pense que tu me sauves la vie, juste pour aujourd'hui, sois la mariée. Après, je m'occuperai de tout. Ce Julien a l'air simplet, il ne te fera pas de mal. Une fois marié, on trouvera bien une solution. S'il te plaît, sauve ta mère, ma fille. » Elle se frappait la poitrine, jouant à la perfection le rôle de l'héroïne tragique. J'étais là, debout, le cœur enchevêtré de sentiments contradictoires. D'un côté, la colère et la tristesse accumulées pendant des années bouillonnaient en moi.
De l'autre, ce lien du sang qu'elle invoquait m'affaiblissait. Ma propre mère était à mes pieds, agenouillée, pleurant désespérément. Même si elle avait été cruelle avec moi, je ne pouvais pas supporter de la voir acculée au désespoir. Et être qu'au fond de moi, j'étais déjà trop épuisé. Épuisé de cette vie d'ouvrière, de cette solitude. Être que le mariage, même avec un manœuvre, pouvait être une sorte d'échappatoire. Une échappatoire amère, certes, mais au moins un changement. Finalement, après un long silence, j'ai fermé les yeux et, dans un acte de désespoir, j'ai hoché la tête. D'accord, j'irai. À ces mots, ma mère a poussé un cri de joie, comme si elle venait de rencontrer son sauveur. Elle s'est relevée précipitamment, a essuyé ses larmes, et son visage affligé a laissé place à une expression pressée. Elle m'a entraîné dans la chambre de Chloé. La robe de mariée blanche y était encore suspendue. Dépêche-toi, on n'a pas le temps. Et c'est là. Heureusement, vous avez à peu près la même taille, ça devrait aller. Il n'y avait plus aucune trace de tristesse dans sa voix, seulement de l'impatience. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. La somptueuse robe de ma sœur était un peu grande pour mon corps frêle. Mon visage était fatigué et hagard, sans la moindre trace de la joie d'une mariée. Ma mère a tenté de dissimuler ma fatigue sous une épaisse couche de maquillage, me préparant à la hâte. N'oublie pas, m'a-t-elle recommandé. Dans la voiture, baisse la tête et couvre-toi complètement le visage avec le voile. Personne ne doit te reconnaître. Une fois arrivé chez lui, le fait accompli, ils ne pourront plus rien faire. J'étais comme une poupée, assise, me laissant faire. Des larmes coulaient sans cesse, tachant mon maquillage. Mais je ne pleurais pas sur mon sort, je pleurais parce que je sentais qu'à partir de cet instant, ma vie était véritablement finie. J'entrais de mon plein gré dans ma propre tombe. Une tombe ornée d'une lourde robe de mariée maculée de larmes. Quand le klaxon de la voiture a retenti devant la porte, mon cœur a semblé s'arrêter. Ma mère m'a rapidement mis le voile épais sur la tête et m'a poussé hors de la chambre. J'ai marché comme une somnambule. Je ne percevais plus rien. Je savais seulement que je marchais vers un avenir sans amour ni espoir. Un avenir où il n'y aurait que le sacrifice et une dette impossible à rembourser. La vieille voiture de mariage, simplement décorée, m'a emporté loin du village, sous les regards curieux et les chuchotements des voisins. Assise dans la voiture, le visage caché par le voile épais, je ne pouvais voir que la silhouette floue de l'homme à côté de moi. C'était lui, Julien, mon mari manœuvre. Il portait un costume noir qui semblait mal ajusté, et il paraissait mal à l'aise. Pendant tout le trajet jusqu'à Paris, il ne m'a pas adressé un seul mot, et n'a pas tenté une seule fois de soulever mon voile. Il regardait simplement par la fenêtre, et son visage anguleux, éclairé par le crépuscule, semblait perdu dans de profondes pensées. Son silence m'inquiétait, mais en même temps, il me rassurait un peu. Au moins, il n'avait pas l'air d'être un rustre. Il n'y a pas eu de fête de mariage. Nous sommes arrivés dans une ruelle étroite, au cœur d'un quartier populaire de Paris, dans un vieil immeuble haussmannien. Ce qu'on appelait la chambre nuptiale n'était qu'une chambre de bonne d'à peine 10 mètres carrés, sentant le renfermé et la moisissure. Pour tout mobilier, un lit en fer, une penderie en tissu, une table et une chaise en plastique. Pour la forme, quelques autocollants rouges avec des cœurs étaient collés au mur. Pas de famille, pas d'amis. Quelques hommes en bleu de travail sont passés nous saluer, probablement ses collègues. Ils ont échangé quelques mots et sont repartis rapidement. Le banquet de mariage s'est résumé à quelques plats à emporter. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, dans un silence toujours aussi pesant. Je n'osais pas lever la tête, me concentrant uniquement sur la nourriture que je portais à ma bouche. Mon cœur était au comble du désespoir, je m'étais préparé au pire, mais je n'imaginais pas que ma vie conjugale commencerait de manière aussi misérable. Le prix de mon abandon était cette chambre sordide et un mari froid et étranger. Après le repas, il est sorti pour passer un long appel. Je l'ai attendu dans la chambre, assise au bord du lit, le cœur lourd. Comment allais-je passer cette première nuit? J'avais peur qu'il exige ses droits de mari, qu'il me force. Après tout, j'étais son épouse, du moins sur le papier. Il est revenu un peu plus tard, sans même me regarder. Il a sorti silencieusement un futon fin et une couverture de l'armoire. Et sous mon regard étonné, il a étalé le futon dans un coin, sur le sol froid. « Dormez sur le lit » a-t-il dit.
Sa voix était dépourvue de toute émotion. Je dormirai par terre. J'étais décontenancé. Mais, pourquoi? Je n'ai pas l'habitude de dormir avec une inconnue dans le même lit. Hâté, il coupait court. Sa voix était toujours aussi glaciale. Il s'est tourné vers moi. Sous la faible lumière de l'ampoule nue, j'ai enfin pu voir son visage correctement. Il n'était pas aussi rustre ou noirci que sur la photo. Au contraire, il avait des traits très virils, des yeux profonds et un regard perçant. Il me regardait comme s'il pouvait lire en moi. « Je sais que vous n'êtes pas Chloé, hâté, il dit. » Ces mots ont été un coup de tonnerre. Je suis resté figé sur place, le corps raidi. Comment le savez-vous? On peut changer un visage avec du maquillage, porter la robe d'une autre, hâté, il dit. Mais les mains ne mentent pas. Son regard s'est posé sur mes mains, des mains calleuses, marquées par des années de dur labeur. Les mains d'une demoiselle bien élevée ne ressemblent pas à ça. Et puis, j'ai déjà vu votre photo, votre famille me l'a envoyée. J'étais complètement perdu. Mais alors, pourquoi avez-vous continué avec le mariage? Un sourire narquois a effleuré ses lèvres. Un sourire indéchiffrable. Ça, ce sont mes affaires. Vous n'avez pas besoin de savoir. Il s'est tourné et s'est allongé sur le futon qu'il avait préparé, tirant la couverture jusqu'à la tête. Dormez, c'est tout. Comme je l'ai dit, je ne vous toucherai pas. À partir de demain, nous sommes des colocataires. Chacun fait ce qu'il a à faire, sans se mêler de la vie de l'autre. Considérez ça comme un contrat, jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Elle posizicisait. Elle posizicisait. Après ces mots, il n'a plus rien dit. Seul le bruit régulier de sa respiration se faisait entendre. Assis sur le lit, j'avais l'esprit vide. Que se passait-il? Il savait que je n'étais pas la bonne mariée, et pourtant, il avait accepté le mariage. Il me traitait avec froideur et distance, mais en même temps, avec une forme de respect. Qui était-il? Pourquoi faisait-il tout ça? Quel était son but? Ma première nuit de noces s'est déroulée de cette étrange manière. Pas de bougies, pas de fleurs, seulement le silence, la distance et des milliers de questions sans réponse. Je pensais avoir touché le fond de la tragédie, mais je me trompais peu. Le destin semblait m'avoir poussé sur un échiquier bien plus complexe. Un échiquier sur lequel mon mystérieux mari manœuvre détenait toutes les pièces maîtresses. Le lendemain matin, je me suis réveillé très tôt. Une habitude ancrée par des années de travail à l'usine. J'avais à peine dormi, les questions sur mon mystérieux mari tournant en boucle dans ma tête. J'ai jeté un coup d'œil dans le coin de la pièce. Il était déjà parti. Le futon était soigneusement plié. J'entendais un léger bruit d'eau provenant de la salle de bain commune sur le palier. Quelques instants plus tard, il est revenu. Il portait le même bleu de travail que la veille. Il a vu que j'étais réveillé, mais n'a rien dit, préparant son sac pour partir au travail. Assis sur le lit, je ne savais pas quoi faire. Nous étions mari et femme, mais plus étrangers que des inconnus. Comment devais-je l'appeler? Que devais-je lui dire? J'étais perdu, mais un problème plus urgent se posait. Je n'avais pas un centime sur moi. Mes maigres économies avaient été entièrement dépensées pour les préparatifs du mariage de ma sœur. Je devais faire les courses, acheter le nécessaire pour vivre. Prenant mon courage à deux mains, au moment où il s'apprêtait à franchir la porte, je l'ai appelé d'une petite voix. « Excusez-moi ». Il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Son regard était toujours aussi froid. « Oui? Est-ce que vous pourriez me donner un peu d'argent pour les courses ?» Ma voix tremblait, et mon visage brûlait de honte. C'était la première fois de ma vie que je demandais de l'argent à un homme. C'était si humiliant. J'allais lui demander à peine 200 €, de quoi acheter du riz et quelques provisions pour quelques jours. Il m'a regardé en silence un instant, puis s'est approché de la table, a posé son sac et a sorti son smartphone. Je pensais qu'il allait sortir de l'argent liquide de son portefeuille, mais non, il a tapoté plusieurs fois sur son écran, puis a levé la tête vers moi. « Votre numéro de compte ?» Déconcerté, je lui ai donné le numéro de mon seul compte en banque, ce compte dont le solde n'avait jamais dépassé quelques milliers d'euros. Il a hoché la tête, a tapoté encore quelques fois, puis a rangé son téléphone. « C'est fait. Je vous ai envoyé quelques économies. Utilisez-les pour les dépenses courantes, achetez ce dont vous avez besoin. Si ce n'est pas assez, dites-le moi. » Sur ces mots, il a pris son sac et est parti. Je suis resté seul, abasourdi. Un virement?
Un manœuvre qui fait un virement. Et quelques économies. Combien avait-il envoyé? Quelques centaines d'euros, tout au plus, pensai-je. C'est alors que mon vieux téléphone à clapet a sonné, signalant un nouveau message. J'ai ouvert le SMS. C'était un message de ma banque. En le lisant, mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Madame, votre compte a été crédité de la somme de 1 500 000 euros. Je me suis frotté les yeux, relisant le chiffre plus de 10 fois. 1 500 000 euros. C'est impossible. Il y a forcément une erreur. Comment pourrais-je recevoir autant d'argent? La banque a dû se tromper de destinataire, ou alors c'est une arnaque. J'allais courir dehors pour le retrouver et lui demander des explications quand mon téléphone a de nouveau sonné. Un numéro inconnu cette fois. J'ai décroché d'une main tremblante. Allô? C'est moi. C'était la voix froide de Julien. Vous avez reçu l'argent? Oui, ai-je bégayé. Mais pourquoi autant? Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Ce 1,5 million. Un court silence à l'autre bout du fil. Puis, il a répondu d'un ton toujours aussi neutre, comme si de rien n'était. Ce n'est pas une erreur. Ce sont toutes mes économies, amassées pendant des années de travail sur les chantiers. Je n'ai pas le temps de m'en occuper, alors je vous les confie. Utilisez-les pour vivre, achetez ce que vous voulez. Ne vous privez pas trop. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Comment un manœuvre, même en travaillant dur, pouvait-il amasser une telle fortune? Mais, pas de mais, est-il coupé? C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Quoi donc? Ai-je demandé. Gardez le secret. Ne parlez de cet argent à personne. Surtout pas à votre mère ou à votre sœur. Nous continuons à faire semblant d'être un couple pauvre vivant dans cette chambre de bonne. Compris? Oui, compris. Ai-je répondu machinalement. Bien. Je vais travailler. Il a raccroché. Je suis resté seul dans la chambre de bonne avec un secret d'1,5 million d'euros. Je me suis effondré sur le lit. J'avais la tête qui tournait. Qui était cet homme? Il n'était certainement pas un simple manœuvre. Un simple manœuvre ne pouvait pas amasser autant d'argent, ni en parler avec un tel détachement. Alors, pourquoi se faisait-il passer pour un manœuvre? Pourquoi m'avait-il accepté comme épouse, moi, la remplaçante? Et pourquoi me faisait-il confiance au point de me confier une telle somme? Mon mariage, ma tragédie, venait de basculer dans un épais brouillard de mystère. Et j'ai senti, à cet instant, que ma vie ne serait plus jamais la même. Après avoir reçu cette somme vertigineuse d'1,5 million d'euros, ma vie a commencé à changer, silencieusement mais radicalement. Comme Julien me l'avait demandé, j'ai gardé le secret le plus total sur cet argent. Chaque fois que ma mère ou ma sœur appelait, je répondais simplement que je m'en sortais, que mon mari était pauvre mais gentil et travailleur. En entendant cela, ma mère soupirait en disant « Que veux-tu? C'est ton destin, prends ton mal en patience. » Tandis que Chloé ricanait « Qui se ressemble s'assemble. » Leurs paroles ne me faisaient plus mal. Je ne ressentais que de la pitié pour leur étroitesse d'esprit. Notre vie dans la chambre de bonne continuait d'être étrange. Nous étions toujours comme des étrangers sous le même toit. Ils dormaient par terre, moi sur le lit. Chaque matin, il partait tôt en bleu de travail et ne rentrait qu'à la tombée de la nuit. Il était taciturne, distant, et n'engageait presque jamais la conversation. Pourtant, son attention se manifestait par des gestes subtils et inattendus, des gestes qui ne correspondaient absolument pas à l'image d'un manœuvre. D'abord, il a transformé notre chambre de bonne miteuse et s'entend le renfermer en un véritable espace de vie. Un soir, il est rentré non pas les mains vides, mais avec une caisse à outils et des matériaux de construction. J'étais perplexe, ne sachant pas ce qu'il comptait faire. Pendant les jours qui ont suivi, après son travail, il passait ses soirées à rénover la chambre, seul et en silence. Il a enduit les murs là, où le papier peint se décollait, puis a tout repeint d'un blanc lumineux. Il a refait l'installation électrique, remplaçant la vieille ampoule blafarde par un éclairage LED économique. Il a même construit une petite étagère dans un coin et installé un séchoir à linge moderne sur le petit balcon. Tout ce qu'il faisait témoignait non pas d'un simple ouvrier qui mélange du ciment, mais d'un artisan qualifié, précis et compétent. Grâce à lui, notre chambre est rapidement devenue un lieu propre, clair et étonnamment confortable. Et puis, il y avait les choses qu'il m'achetait. Jamais rien de cher ou de luxueux, mais ces petits cadeaux étaient empreints d'une délicatesse touchante.
Un jour, il a vu mes mains rougies et abîmées par la lessive faite à la main. Le lendemain soir, il est rentré avec des gants de ménage de la meilleure qualité et une crème hydratante pour les mains. Un autre jour, alors que je toussais à cause du changement de saison, un petit diffuseur d'huiles essentielles est apparu dans la chambre avec des flacons d'eucalyptus et de citronnelle. Le plus marquant fut le soir, où il est rentré avec un ordinateur portable d'occasion. Je l'ai regardé, surprise. Il a posé l'ordinateur sur le bureau et a dit d'un ton bourru: « Vous aviez l'air de vous ennuyer. Avec ça, vous pourrez aller sur Internet, regarder des films, lire les nouvelles. J'ai installé tout ce qu'il faut, vous n'avez qu'à vous en servir. » D'une main tremblante, j'ai ouvert l'ordinateur. Bien qu'usagé, il était en parfait état. De l'antivirus au site de streaming, tout était parfaitement configuré. C'était la première fois que je touchais un ordinateur depuis près de 10 ans, depuis que j'avais quitté l'école. Une émotion étrange et poignante m'a envahi. J'ai réappris à m'en servir, et peu à peu, mes anciennes connaissances sont revenues. J'ai commencé à lire les actualités, à me reconnecter au monde. J'ai même trouvé des cours en ligne gratuits sur l'économie et la finance, des sujets qui me passionnaient autrefois. Ce vieil ordinateur portable m'a ouvert une fenêtre sur un nouveau monde. Il m'a permis de renouer avec la société, et surtout, de retrouver une partie de moi-même que j'avais perdue. Julien restait distant, mais son attention n'était jamais froide. Il ne m'a jamais posé de questions sur mon passé, sur la raison pour laquelle j'avais dû remplacer ma sœur. Il n'a jamais rien exigé de moi. Quoi que je prépare pour le dîner, il mangeait tout sans un mot, sans jamais se plaindre. Mieux encore, après chaque repas, c'est lui qui se levait pour faire la vaisselle. « Vous avez cuisiné, donc je fais la vaisselle », disait-il. « On vit ensemble, il est normal de partager les tâches. » Ces mots, partager les tâches, sortaient de sa bouche avec un naturel déconcertant. C'était une mentalité à des années-lumière de celle des hommes de mon village, pour qui les tâches ménagères étaient exclusivement l'affaire des femmes. Le fossé entre son apparence et sa véritable nature me rendait de plus en plus curieuse et confuse. Qui était-il, vraiment? Un manœuvre pouvait-il s'y connaître en informatique, en huiles essentielles, et faire preuve d'une telle délicatesse envers une femme? Un manœuvre pouvait-il avoir des idées aussi modernes et ouvertes sur le partage des tâches? Jour après jour, le portrait que je me faisais de lui s'enrichissait de nouvelles lignes, mystérieuses et contradictoires. Je commençais à sentir que la vie avec cet homme, bien que silencieuse, était étrangement paisible et sûre. Un sentiment que je n'avais jamais connu auparavant, même dans ma propre famille. Je ne savais pas où cette relation étrange nous mènerait. Mais je n'avais plus peur de lui, je ne le méprisais plus. À la place, une curiosité et un sentiment bienveillant commençaient à germer en moi. Et je savais que le secret qu'il cachait finirait par être révélé un jour. Je n'aurais simplement jamais imaginé que la personne qui allait le mettre à jour serait ma propre sœur, celle que j'aimais et détestais à la fois. Tandis que je m'habituais peu à peu à cette nouvelle vie, paisible et mystérieuse, ma sœur Chloé, après avoir fugué et dépensé le peu d'argent qu'elle avait, était finalement rentrée au village. Elle était revenue dans un état lamentable, loin de son allure fière et soignée d'autrefois. Ma mère, ravie de retrouver sa fille chérie, s'est de nouveau mise à la traiter comme une reine. Mais la vie simple et modeste de la campagne ne pouvait satisfaire les habitudes dépensières de Chloé. Elle a commencé à s'enquérir de ma situation auprès de ma mère. « Maman, et Hélène, comment va-t-elle? C'est dur, la vie avec ce manœuvre ?» Dans sa voix, il y avait de la curiosité, mais aussi une pointe de jubilation. Ma mère a soupiré. « Bien sûr que c'est dur. Quand je l'appelle, elle dit que ça va, mais elle doit serrer les dents. Que veux-tu? C'est son destin. » Ces mots ont conforté Chloé dans son sentiment de supériorité. L'idée que je vivais plus misérablement qu'elle semblait la consoler, mais ce réconfort fut de courte durée. À court d'argent, Chloé a recommencé à harceler ma mère pour avoir de quoi faire du shopping et sortir avec ses amis. Mais où ma mère aurait-elle trouvé cet argent? Elle a soupiré. « Si seulement tu avais épousé ce Julien à l'époque, au moins, on aurait eu les 50 000 euros. » Cette phrase a ravivé la curiosité et la cupidité de Chloé. Elle a commencé à se demander, et si ce manœuvre n'était pas aussi pauvre qu'elle le pensait? Et si Hélène se la coulait douce en secret, sans rien lui dire? Avec cette idée en tête, Chloé a décidé de monter à Paris pour me voir, sans prévenir. Elle voulait constater de ses propres yeux à quel point ma vie était misérable. Ce matin-là,
Elle a pris le premier train et s'est rendue à l'adresse que ma mère lui avait donnée. En arrivant devant le vieil immeuble et en voyant l'allure de notre logement, elle a eu un sourire méprisant. Elle vit vraiment dans un trou à rats. Je me suis inquiété pour rien, a-t-elle pensé. Elle n'a pas frappé à la porte, préférant attendre dehors, espérant assister à une scène intéressante. C'est à ce moment-là que je suis sorti, un panier à la main, pour aller au marché. J'étais en tenue d'intérieur simple, semblable à n'importe quelle autre femme au foyer du quartier. Chloé était convaincue que ses suppositions étaient justes. Elle s'apprêtait à s'approcher, à se moquer de moi, puis à repartir. Mais en ouvrant la porte, je l'ai vue, et j'ai été stupéfaite. Nous n'avions eu aucun contact depuis sa fugue. Je l'ai fait entrer et lui ai demandé où elle était passée. Soudain, elle a fondu en larmes, me demandant pardon. Elle a dit qu'elle avait été immature, qu'elle était jeune et qu'elle ne pouvait pas gâcher sa vie aux côtés d'un manœuvre, et qu'elle avait été obligée de me laisser prendre sa place. Je ne lui en voulais plus. J'avais décidé de considérer que tout cela était mon destin. Je lui ai dit de se reposer un peu, que j'allais au marché lui préparer un bon déjeuner. Mais j'avais oublié mon téléphone sur la table, c'est ce qui a tout déclenché. Une notification WhatsApp a retenti. C'était un message de ma banque concernant un changement de solde, le revenu quotidien d'un des fonds dans lesquels j'avais investi. Chloé a pris mon téléphone, et en voyant le chiffre à l'écran, elle n'en a pas cru ses yeux. Le nombre, avec tous ses zéros, était sans équivoque. Solde du compte, supérieur à 1 500 000 euros. Chloé a eu l'impression d'être électrocutée. Comment était-ce possible ? Ma sœur, cette campagnarde qui vivait dans une chambre de bonne miteuse, comment pouvait-elle posséder une telle fortune ? Il y avait forcément une erreur. Ou alors, ce mari, manœuvre, c'était son argent. Il n'était pas pauvre, loin de là. C'était un riche qui se cachait, et ma sœur, Hélène, lui avait mis le grappin dessus. La jalousie, la colère et la cupidité ont explosé en elle, consumant le peu de raison qui lui restait. Elle ne pouvait plus réfléchir. Une seule pensée occupait son esprit. On m'a volé. J'ai déchiré de mes propres mains un ticket de loto gagnant. Cette sœur ringarde et moche a hameçonné le mari riche qui aurait dû être le mien. Assise là, elle a serré les poings si fort que ses ongles se sont enfoncés dans sa paume jusqu'au sang. Son regard, fixé sur mon dos alors que je me dirigeais vers le marché, était rouge de fureur. Ce n'était plus la Chloé fière et coquette d'autrefois. C'était une bête blessée à qui on avait volé sa proie, prête à mordre quiconque lui avait pris son dû. Elle a attrapé son téléphone et a composé un numéro familier. « Maman, on s'est fait avoir. Hélène m'a volé mon mari. Tu dois m'aider à réparer cette injustice. » Cette notification fatidique avait officiellement révélé une partie du secret et sonnait en même temps le glas d'une nouvelle tempête. Une bataille impitoyable et éhontée était sur le point de s'abattre sur ma vie tranquille. En recevant l'appel furieux de Chloé, ma mère a paniqué. Voler son mari. Il était riche. Ces mots ont semé le chaos dans son esprit, et le doute initial s'est rapidement transformé en certitude. Elle n'a prêté aucune attention à l'illogisme des propos de sa fille. Elle a complètement oublié que c'était elle qui m'avait forcé à me marier à la place de Chloé. Une seule pensée l'obsédait. On nous a trompés. Ma fille adorée s'est fait voler une fortune par la fille que j'ai toujours méprisée. La cupidité et un favoritisme profondément enracinés ont anéanti toute sa raison. Elle ne pouvait plus rester les bras croisés. Elle devait monter à Paris et récupérer ce qui revenait de droit à Chloé. Le lendemain matin, une pièce de théâtre improvisée a commencé. Ma mère a pris le premier train pour Paris et Chloé l'a rejointe, vêtue de vêtements usés, le visage sans maquillage pour paraître encore plus misérable. Ma mère, quant à elle, reniflait constamment un flacon de sel, feignant d'être au bord de l'évanouissement. Elles avaient décidé de jouer le rôle des victimes pitoyables pour attirer la sympathie et me mettre la pression. Quand ma mère est arrivée à l'immeuble, j'étais en train de préparer le déjeuner. J'ai entendu frapper violemment à la porte. En ouvrant, je l'ai vue et je suis resté figé, ne m'attendant absolument pas à sa visite. Avant même que je puisse dire un mot, elle s'est jetée sur moi pour m'étreindre. Mais ce n'était pas une étreinte d'amour. Elle me pinçait le bras, tout en se lamentant, comme une actrice sur scène. « Hélène, oh ma pauvre Hélène, comment as-tu pu faire ça à ta sœur et à ta mère ? Ta pauvre sœur, Hélène,
Depuis le jour où tu t'es marié à sa place, elle n'a pas dormi une seule nuit, rongée par la culpabilité. Elle n'arrivait plus à manger. Après avoir tant souffert loin de nous, elle est enfin revenue. Elle a montré Chloé, qui se tenait derrière elle, la tête baissée, les épaules secouées de sanglots fins, jouant à la perfection le rôle de la pauvre fille. J'étais cloué sur place, essayant de comprendre ce qui se passait. Maman, que voulez-vous dire? Si Chloé est revenue, c'est une bonne nouvelle, non? Une bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? A-t-elle crié, me coupant la parole. Maintenant qu'elle est revenue, tu dois lui rendre son mari. Ce mariage était le sien, et Julien est son mari. Ce n'est pas parce que ta sœur a fugué une journée que tu as le droit de lui voler son bonheur. Tu n'as donc aucun cœur. J'étais stupéfaite. Lui rendre son mari, lui voler son bonheur. Ces mots, sortant de la bouche de ma mère, me paraissaient d'un cynisme et d'une absurdité sans nom. Elle inversait les rôles, faisant de moi la victime, la coupable et la traîtresse. « Maman, de quoi parlez-vous » ai-je dit d'une voix basse, ma patience commençant à s'épuiser. « C'est vous qui m'avez supplié d'épouser Julien à la place de Chloé. Et maintenant, vous dites que je lui ai volé son mari? Quand ai-je fait ça » a-t-elle nié effrontément, les yeux exorbités. « Tout est de ta faute. Tu savais que sa famille était riche, et tu as dû utiliser une sorte de sorcellerie pour l'envoûter et lui voler sa fortune. Sinon, comment un homme aussi bien aurait-il pu épouser une fille aussi ringarde et moche que toi? » C'est alors que Chloé a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges, non pas de tristesse, mais de colère. Elle s'est approchée de moi et m'a pointé du doigt. « Hélène, arrête ta comédie. Je sais tout. Julien n'est pas un manœuvre. C'est un milliardaire. Tu as trompé toute notre famille et tu t'es prélassé dans le luxe sur ma souffrance. Tu ne te trouves pas monstrueuse? » Ah, c'était donc ça. Ils avaient découvert l'argent. En voyant leur piètre performance, j'ai ressenti du dégoût. Je n'avais plus mal au cœur. Il ne restait que du mépris. « Arrêtez votre comédie, toutes les deux, » ai-je dit d'une voix glaciale. « Quel est votre but? Dites-le franchement, sans détour. » Comprenant que je ne me laisserais plus berner, ma mère a cessé de pleurer. Elle a croisé les bras, retrouvant son air arrogant d'autrefois. « Très bien. Puisque tu le prends comme ça, je vais être direct, a-t-elle dit. Julien est le mari de Chloé. Tu n'étais qu'une doublure. Maintenant que Chloé est de retour, tu dois avoir la décence de lui rendre son mari. Signe les papiers du divorce et fais tes valises. Et ne remets plus jamais les pieds chez nous. Cette famille ne peut pas accepter une fille qui vole le mari de sa propre sœur. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Leur effronterie dépassait les limites de la morale humaine. Ils ne voulaient pas seulement l'argent, mais aussi l'homme. Après avoir rempli mon rôle de bouc émissaire, ils attendaient de moi que je disparaisse en silence, laissant tout à leur fille chérie. Pour qui me prenait-elle? Un objet jetable une fois la date de péremption passée? Une vague de colère a déferlé en moi, consumant le dernier reste de ma patience. Il était temps de leur montrer qu'on ne marche pas impunément sur les autres. Les paroles éhontées de ma mère ont déclenché une violente dispute dans la petite chambre de bonne. Encouragée par sa mère, Chloé a également abandonné son rôle de victime. Elle s'est approchée de moi, me lançant le regard provocateur et haineux que je connaissais si bien depuis l'enfance. « Tu as entendu » a-t-elle dit, en relevant le menton. « Julien est à moi, pas à toi. Tu n'étais qu'une doublure. La pièce est terminée. Alors tu ferais mieux de dégager discrètement. » J'ai éclaté de rire, un rire amer. « Te rendre ton mari, Chloé? Tu ne te trouves pas ridicule? C'est toi qui t'es enfui la veille du mariage. C'est toi qui l'as traité de pauvre manœuvre. Et maintenant, tu as le culot de venir ici pour le réclamer? Et alors, hâtée, elle hurlait, les veines du cou saillantes. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il était riche. Si je l'avais su, pourquoi me serais-je enfui? C'est toi qui m'as trompé. Tu savais qu'il était milliardaire, tu as gardé le secret et tu as profité de la situation. Tu es la pire des sœurs. Je ne savais rien, ai-je rétorqué d'une voix basse. Et même maintenant, je ne sais pas qui il est vraiment. Tout ce que je sais, c'est que c'est un homme bien, et qu'il m'a respecté. Un respect que tu ne comprendras jamais. Le respect, c'est moquer ma mère. Un homme aussi riche et beau qui respecte une fille aussi simple et banale que toi? Ne rêve pas. Tu as dû l'ensorceler avec tes gris-gris ou je ne sais quelle potion.
Qu'est-ce que tu connais d'autre, toi, à part ces sorcelleries que tu as apprises auprès des vieilles du village? Leurs insultes et leurs accusations se déversaient sur moi comme une cascade d'immondices. Non contentes de m'attaquer, elles invoquaient la superstition et les préjugés pour me rabaisser. Mais aujourd'hui, j'étais différente. Je n'allais plus pleurer ou endurer en silence. Je les ai regardées droit dans les yeux. Mon regard était froid et déterminé. « Vous avez fini ?» ai-je demandé. Ma voix était calme, mais elle portait un poids qui les a réduites au silence. « Si vous avez fini, c'est à mon tour. » Je me suis dirigé vers la penderie en tissu, et j'en ai sorti une petite boîte en métal, l'endroit où je gardais mes biens les plus précieux. Je l'ai posée sur la table, et j'ai ouvert le cadenas. À l'intérieur, pas d'argent ni de bijoux, mais quelques vieux papiers. Vous dites que j'ai volé le mari de Chloé? J'ai pris une feuille. Ceci est notre acte de mariage. Mon nom, Hélène Durand, et celui de mon mari, Julien Dubois, y sont clairement inscrits, et c'est légalement reconnu. Alors, dites-moi, qui est l'épouse légitime? Ce n'est qu'un bout de papier, a bégayé Chloé, sa confiance déjà ébranlée. Très bien. Parlons des sentiments. Alors, j'ai posé l'acte de mariage et j'ai pris une liasse de tickets de caisse. Voici les reçus des choses que Julien m'a achetées. Une paire de gants de ménage, un tube de crème pour les mains, un diffuseur d'huiles essentielles et un ordinateur. Ce ne sont pas des objets de luxe, mais c'est de l'attention. Une attention que tu ne recevras jamais d'aucun homme. Parce que toi, tu ne sais que réclamer des choses matérielles. Lui, il s'est soucié de ma santé, de mon bien, être mental. J'ai regardé Chloé avec pitié. Être qu'il est riche, comme tu le dis. Mais sa richesse ne réside pas dans ce compte en banque. Sa richesse, c'est son caractère, sa gentillesse et la manière dont il traite une femme que le monde entier a rejetée. Peux-tu comprendre ça? Chloé était sans voix, son visage passant du rouge au blanc. Voyant sa fille en difficulté, ma mère est intervenue. Ne viens pas nous faire la leçon avec tes grands airs. Qu'il soit bon ou mauvais, ça m'est égal. Tout ce que je sais, c'est que tu dois divorcer et rendre Julien à Chloé. Sinon, je vais crier à tout le quartier que tu es une voleuse de mari. Faites comme vous voulez, ai-je répondu avec défi. On verra bien de qui les gens se moqueront. De la sœur aînée forcée à se marier, ou de la mère cupide et de la sœur qui abandonne son fiancé la veille du mariage, puis revient le réclamer en apprenant qu'il est riche. Notre dispute s'est envenimée, attirant l'attention des voisins. Quelques personnes ont commencé à jeter des regards curieux par la porte entr'ouverte. Voyant qu'elles avaient un public, ma mère et Chloé ont redoublé d'efforts dans leur comédie. Elles se sont mises à pleurer, à crier, m'accusant d'être une fille indigne qui a trompé sa famille. Ma petite chambre de bonne s'est transformée en une scène de comédie tragique. J'étais épuisé, écœuré. Je ne voulais plus me disputer avec elles. Je voulais que tout s'arrête. Sortez de chez moi, immédiatement, ai-je dit d'une voix basse et menaçante. Sinon, j'appelle la police. Tu oserais, a hurlé ma mère. Appeler la police pour ta propre mère? C'est à ce moment, au paroxysme du chaos, qu'une voix grave et puissante a retenti depuis la porte, faisant taire tout le bruit. Que se passe-t-il ici? Nous nous sommes toutes tournées vers la porte. Elle était ouverte, et là, se tenait non pas Julien en bleu de travail, mais un tout autre homme. Il portait un costume noir impeccablement coupé, qui mettait en valeur sa carrure athlétique. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son visage rasé de près, dégageant une aura de confiance. Il était méconnaissable. Derrière lui, deux hommes costauds se tenaient avec une expression impassible, et un peu plus loin dans la ruelle, une Mercedes noire brillante était garée. Son apparition soudaine et imposante nous a toutes laissées pétrifiées sur place, y compris moi. Un silence de plomb a envahi la petite chambre de bonne. Ma mère et Chloé, qui hurlaient et pleuraient quelques secondes auparavant, étaient maintenant bouche bée, les yeux écarquillés, fixant l'homme qui se tenait à la porte. Elle n'arrivait pas à croire que le manœuvre sale et ringard qu'elle méprisait ait pu se transformer en cet homme élégant, raffiné, dégageant une telle noblesse. Elle se frottait les yeux, comme si elle voyait une hallucination. J'étais tout aussi surprise qu'elle. J'avais bien pressenti que son identité n'était pas ordinaire, mais voir sa transformation de mes propres yeux était un choc.
Il se tenait appuyé contre le cadre de la porte, avec une aisance et une assurance qui détonnaient complètement avec cet espace modeste et désordonné. Son regard n'était plus froid ou distant comme d'habitude. Il m'a regardé. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru lire de l'inquiétude et des excuses dans ses yeux. Puis, il a tourné son regard, tranchant comme une lame, vers ma mère et Chloé. « Il paraît que vous me cherchiez ?» a-t-il demandé. Sa voix était grave et assurée, très différente du ton bourru et laconique que je lui connaissais. Ma mère fut la première à reprendre ses esprits. La cupidité et la fascination pour l'apparence opulente de Julien ont balayé toute sa peur. Changeant radicalement d'attitude, elle s'est approchée de lui avec un sourire flatteur. « Oh, mon cher Julien, c'est vous. Mon Dieu, comme vous êtes élégant aujourd'hui. Je ne vous avais presque pas reconnu. » Tout en parlant, elle lorgnait la montre de luxe à son poignet et son costume de grande marque. Julien n'a pas répondu. Il ne semblait avoir aucune intention de la considérer comme sa mère. Il a simplement haussé un sourcil, son regard restant aussi froid que la glace. « Qui êtes-vous » Sa question a figé ma mère, son sourire mielleux se pétrifiant sur ses lèvres. « Moi. Mais, je suis votre belle-mère, la mère d'Hélène et de Chloé. Vous ne vous souvenez pas ?» Ma belle-mère, a ricané Julien, un sourire chargé de mépris. « Autant que je sache, mon épouse est orpheline depuis son plus jeune âge. Je me demande d'où sort cette belle-mère. » Ces paroles ont eu l'effet d'une douche froide, et le visage de ma mère est devenu livide. « Mais, que dites-vous » Julien l'a coupé. Il est entré dans la pièce, la contournant comme si elle était invisible. Il s'est arrêté devant Chloé. Il s'est penché, regardant droit dans les yeux de ma sœur, qui semblait partager entre la confusion et une sorte d'extase. « Ou alors, c'est vous, ma femme ?» La mariée qui s'est enfuie la veille de la cérémonie, mademoiselle Chloé, entendant son nom, et voyant cet homme si beau et si riche juste devant elle, Chloé a semblé tout oublier. Elle a hoché la tête vivement, reprenant son jeu de victime. « Oui, oui, c'est moi, Chloé. Julien, vous me reconnaissez enfin. Je suis tellement désolé d'avoir fui ce jour-là. J'étais si immature. C'est ma sœur m'a trompé. Elle m'a pointé du doigt. Elle m'a menti en disant que vous étiez pauvre. C'est pour ça que j'ai eu peur et que je suis parti. Vous ne pouvez pas me pardonner ? On ne pourrait pas tout recommencer ? » Elle essayait de prendre une voix mignonne, l'air fragile et vulnérable qu'elle utilisait pour séduire les hommes. Mais elle s'était trompée de cible. Face à elle, ce n'était pas un homme naïf et facile à manipuler. Julien l'a regardé un long moment, puis a éclaté de rire. Un rire franc et sonore, mais qui donnait froid dans le dos. « Recommencer ? Et qui êtes-vous pour penser avoir le droit de me dire ça ?» Il s'est redressé. Sa voix est devenue dure comme de l'acier. Une femme qui, aveuglée par l'argent, a jeté son fiancé comme une vieille chaussette ose me parler avec un tel toupet. Vous me prenez pour un idiot qui perd la tête à la vue d'un joli visage ? Il m'a regardé, puis a regardé Chloé. Un regard de comparaison, plein de mépris. C'est vrai, vous êtes sans doute plus jolie que ma femme. La peau plus blanche, une plus belle silhouette. Il a marqué une pause, avant de lancer la phrase qui a achevé Chloé. Mais votre personnalité n'arrive pas à la cheville de celle de ma femme. Après ces mots, il n'a plus accordé un regard à ma mère ou à ma sœur. Il s'est approché de moi, qui était toujours figé par le choc. Il a pris doucement ma main calleuse et l'a portée à ses lèvres, y déposant un baiser plein d'un respect sincère. « Je suis désolé, Hélène, de vous avoir fait subir ça. J'aurais dû intervenir plus tôt. » Son geste, ses paroles, officialisaient tout. C'était la reconnaissance, la protection que j'avais attendue pendant des années. Des larmes ont jailli de mes yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes d'émotion et de libération. Ma mère et Chloé étaient pétrifiées. Elles avaient perdu, lamentablement, toute leur manigance, leur scénario, s'était effondré face à l'apparition si soudaine et si écrasante de Julien. Sa véritable identité n'était plus un secret, et je savais que la comédie de ma mère et de ma sœur touchait à sa fin. Après le baiser de Julien sur ma main, un silence pesant s'est installé dans la pièce. Ma mère et Chloé restaient figées comme des statues, leur visage passant du rouge au blanc. Elles semblaient incapables de digérer la réalité surréaliste qui venait de se produire. Le manœuvre qu'elles méprisaient était en fait un homme richissime, et la personne qu'il avait choisi de chérir était la fille et la sœur qu'elles avaient rejetées.
Julien ne leur a pas laissé le temps de reprendre leurs esprits. Tenant toujours fermement ma main, il s'est tourné vers elle. Son expression douce et chaleureuse à mon égard avait disparu, remplacée par un regard glacial et un visage impassible. « Il est temps de clarifier les choses », a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le poids d'une menace. « Concernant ce mariage, et concernant la dette que vous avez envers ma femme. »« Une dette ? Quelle dette ?» a balbutié ma mère, tentant de sauver le peu de fierté qui lui restait. « Nous ne devons rien à personne. »« Aucune dette ?» a ricané Julien. « Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Premièrement, la dette du sacrifice. Pendant plus de 10 ans, votre fille, mon épouse, a dû quitter l'école et travailler à l'usine pour vous nourrir, vous et votre précieuse petite dernière. Comment comptez-vous rembourser cette dette ? » Il a fixé ma mère droit dans les yeux, et sous son regard perçant, elle a reculé d'un pas. Deuxièmement, la dette morale. Il a tourné son regard vers Chloé. Vous m'avez méprisé parce que vous me pensiez pauvre, vous vous êtes enfui, et vous avez poussé votre propre sœur dans un mariage sans amour. Vous avez piétiné ses sacrifices pour en faire le bouc émissaire de votre égoïsme. Comment comptez-vous rembourser cette dette ? Chloé a baissé la tête, incapable de répondre. Et enfin, la voix de Julien est devenue plus dure que jamais, la dette du mensonge et de la diffamation. Vous êtes venu ici pour insulter ma femme, la traitant de voleuse de mari, de sorcière, dans une comédie de bas étage. Pensiez-vous que cette dette serait facile à effacer ? Il a sorti un smartphone dernier cri de la poche intérieure de sa veste, a tapoté l'écran et l'a brandi devant elle. Sur l'écran, une vidéo montrait leur conversation depuis leur arrivée. Toutes leurs insultes, toutes leurs calomnies, y étaient clairement enregistrées. « J'ai fait installer une caméra ici il y a quelques jours », a-t-il dit d'une voix glaciale. « Je me doutais que vous finiriez par venir. Cette vidéo, ajoutée au témoignage des voisins dehors, est plus que suffisante pour vous poursuivre en justice pour diffamation. » Au mot « justice », ma mère et Chloé ont commencé à trembler. Aussi ignorante et arrogante qu'elle soit, elle savait que la loi était une chose sérieuse, surtout face à quelqu'un comme Julien, qui avait manifestement l'argent et le pouvoir. « Monsieur le directeur », a balbutié ma mère, changeant radicalement de ton. Sa voix tremblait. « Nous sommes désolés. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes de simples gens de la campagne. Nous ne savions pas. S'il vous plaît, ne faites pas d'histoire. Pardonnez ?» Julien l'a regardé sans la moindre trace de pitié. « Avez-vous pensé à ce mot lorsque vous avez insulté ma femme ? Lorsque vous l'avez forcée à se marier, avez-vous pensé à ce qu'elle pouvait ressentir ? Et maintenant, vous me demandez de vous pardonner ? En avez-vous seulement le droit ? » Il a fait un signe de tête aux gardes du corps qui attendaient à la porte. « Raccompagnez ces 2 personnes dehors, et prévenez le concierge que si elles tentent de revenir, il doit appeler la police immédiatement. » Les gardes du corps sont entrés et les ont escortés dehors, fermement mais poliment. Comprenant que la partie était terminée, ma mère et Chloé sont sorties sans résistance, l'air pitoyable, à l'opposé de l'arrogance qu'elles affichaient en arrivant. Avant de franchir la porte, Chloé s'est retournée pour me regarder. Il n'y avait plus de défi dans ses yeux, seulement de la jalousie et un regret tardif. Quand la porte s'est refermée, ramenant le calme, j'ai senti toutes mes forces m'abandonner. Je me suis assis sur une chaise, comme si je venais de livrer une bataille pour ma vie. Julien s'est approché. Sans un mot, il m'a servi un verre d'eau. J'ai levé la tête pour le regarder. Des milliers de questions se bousculaient encore dans mon esprit. « Mais, qui êtes-vous, au juste ?» ai-je demandé. La question qui me hantait depuis des mois. Julien a soupiré. Il s'est assis sur la chaise en face de moi, et son regard était doux, plein de regrets. « Hélène, je suis désolé. J'aurais dû tout vous dire depuis le début. » Et il a commencé à parler. Il m'a raconté une vérité encore plus incroyable que le 1,5 million d'euros. Une histoire qui a balayé d'un coup tous mes préjugés et guéri toutes mes blessures. Assis en face de moi sur cette simple chaise, dans la petite chambre de bonne qu'il avait lui-même rénovée, le silence était si profond que j'entendais les battements de mon propre cœur. Il n'était plus le riche héritier arrogant, ni le manœuvre bourru. Face à moi se tenait un homme au regard chargé d'histoire, un homme qui portait un récit, une vérité qui devait être révélée. Il me regardait avec une douceur et des remords profonds qui ne m'étaient plus étrangers. « Mon vrai nom est bien Julien », a-t-il commencé. Sa voix grave et chaleureuse portait le poids du temps qu'il avait passé à se cacher.
Mais je suis Julien Lefebvre, le fils unique du président du groupe Lefebvre Construction. Vous avez probablement déjà entendu ce nom aux informations économiques. J'ai hoché la tête en silence. Comment l'ignorer? Lefebvre Construction était l'un des plus grands empires du bâtiment en France. Mais cette révélation ne faisait qu'amplifier mes questions. Alors, pourquoi vous faire passer pour un manœuvre? Et pourquoi moi? Ma voix trahissait ma confusion. Julien a poussé un long soupir, comme s'il se délestait d'un fardeau qui l'oppressait depuis longtemps. Parce que j'étais épuisé de mon monde, Hélène, le monde dans lequel je vivais, tout y était évalué en termes de valeur marchande. Même l'amour et le mariage. Les gens ne se rencontraient pas par affinité, mais pour signer des contrats, pour unir des dynasties. Depuis mon plus jeune âge, j'avais une fiancée, choisie par nos familles. C'était la fille d'une grande lignée, belle, brillante, parfaite aux yeux de tous. Mais à ses yeux, je n'ai jamais été Julien. J'étais seulement l'unique héritier du groupe Lefebvre. Elle aimait mon statut, mon pouvoir, l'immense fortune dont j'allais hériter. Elle ne m'aimait pas, moi. Il s'est arrêté un instant, son regard perdu au loin, comme s'il revivait ce passé étouffant. J'ai essayé d'accepter. Je me suis dit que c'était mon destin, ma responsabilité. Mais avec le temps, je me sentais comme une marionnette sur une scène de théâtre bien huilée. J'aspirais à quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Je voulais trouver une femme qui verrait le vrai moi. Une femme qui pourrait m'aimer même si je n'étais qu'un pauvre type, sans un sou. C'est alors que j'ai fait la chose la plus folle de ma vie. Je me suis enfui. Vous vous êtes enfui? Ai-je répété, surprise. J'avais du mal à imaginer quelqu'un comme lui faire une telle chose. Oui, enfui. Hâté, il dit, en me regardant, une lueur de défi dans les yeux. J'ai élaboré un scénario parfait. J'ai fait croire à ma famille que je partais en Suisse pour un séminaire de gestion. Mais en réalité, je suis allé sur un chantier isolé, appartenant à notre entreprise, et j'ai commencé à travailler comme ouvrier, sous un faux nom. Je voulais vivre la vie d'un homme ordinaire, sentir la fatigue de gagner son pain à la sueur de son front. Et surtout, je voulais trouver un amour pur, non corrompu par l'argent. C'est là que le destin a mis Madame Moreau sur ma route. Cette femme venait sur les chantiers pour trouver des parties pour les jeunes célibataires. Au début, quand elle m'a parlé de votre famille et de votre jolie petite sœur, Chloé, ça ne m'a pas intéressé. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est ce qu'elle a dit au sujet de sa sœur aînée. L'histoire de cette sœur qui avait quitté l'école pour travailler à l'usine et payer les études de la cadette. Ce sacrifice silencieux, cette injustice. Cette histoire a piqué ma curiosité et a suscité en moi une étrange admiration. C'est alors qu'une idée audacieuse m'est venue. Il m'a regardé, ses yeux ne contenant plus que de la sincérité. J'ai décidé de mettre en place un test. J'ai demandé à Madame Moreau d'arranger un mariage avec Chloé, en précisant bien que j'étais un pauvre manœuvre. Pour rendre les choses plus intéressantes, j'ai proposé une dot énorme avec l'argent que j'avais mis de côté. Je voulais voir si une femme, décrite comme matérialiste, vendrait sa beauté à un homme pauvre pour de l'argent. Et je voulais voir comment une famille, habituée à sacrifier l'une de ses filles, réagirait face à la tentation. La photo de moi, dans mon état le plus pitoyable et misérable, envoyée la veille du mariage, était le coup de grâce de ce test. Tous les nœuds dans mon esprit se sont dénoués. Ce mariage par substitution était, depuis le début, une pièce de théâtre complexe, et nous en étions tous les acteurs involontaires. Alors, qu'avez-vous pensé quand vous avez compris que la mariée n'était pas Chloé, mais moi? Ai-je demandé d'une voix tremblante, craignant sa réponse. Julien a pris ma main calleuse, celle qui, selon lui, ne mentait pas, et l'a serrée doucement. Au début, j'étais furieux, déçu. Je me suis dit que je m'étais fait complètement arnaquer, que votre famille m'avait refilé un produit défectueux. J'étais déterminé à tout révéler cette première nuit, et à mettre fin à cette mascarade immédiatement. Mais quand j'ai soulevé votre voile et que je vous ai vu, toute ma colère s'est évanouie. Il a levé son autre main pour caresser doucement ma joue. J'ai vu vos yeux, Hélène. Ils étaient fatigués, tristes, mais si clairs et si dignes. J'ai vu vos mains calleuses, témoins de tant d'années de labeur. J'ai compris que vous n'étiez pas une complice, que vous étiez une autre victime, poussée au sacrifice par ceux que vous aimiez le plus. À cet instant, ma colère s'est transformée en pitié, puis en respect, et enfin, en un trouble que je n'avais jamais ressenti pour aucune femme. Il a serré ma main plus fort.
Sa voix est devenue plus pressante. J'ai décidé de continuer la pièce, mais plus pour tester quelqu'un. Je voulais rester à vos côtés, apprendre à vous connaître, protéger cette femme si forte. Je voulais voir si une femme, aussi bonne que vous pouvez accepter un mari manœuvre sans le sou. Ce 1,5 million d'euros. C'était en fait un dernier petit test. Je voulais voir comment vous réagiriez face à une grosse somme d'argent. Et vous ne m'avez pas déçu. Vous n'avez pas gaspillé, vous ne vous êtes pas vanté. Vous avez discrètement amélioré votre vie, et surtout, vous avez continué à me respecter. Vous avez prouvé par vous-même que, peu importe les circonstances, vous êtes un diamant brut dont la valeur morale brille d'elle-même. Hélène, il a plongé son regard dans le mien. Ses yeux brillaient, comme s'ils contenaient toute l'affection du monde. Je sais que j'ai commencé cette relation sur un mensonge, je vous ai entraîné dans cette pièce sans que vous ne sachiez rien. Je m'excuse pour tout ça, mais les sentiments que j'ai pour vous maintenant sont 100% réels. Je suis sincèrement tombé amoureux de vous. J'aime votre bonté, votre sacrifice, votre force. Me donnerez-vous une chance? Une chance de tout recommencer? Honnêtement cette fois, sans plus aucun mensonge? Laissez-moi être votre mari. Votre vrai mari. Celui qui passera le reste de sa vie à guérir vos blessures, à vous aimer et à vous protéger. Le voulez-vous? Face à sa déclaration sincère, si soudaine mais si ardente, je me suis complètement effondré. La muraille de glace que j'avais bâtie autour de mon cœur pendant des années a fondu. Les larmes ont recommencé à couler. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'émotion, d'un bonheur que je n'avais jamais osé rêver. Après tant d'amertume et d'injustice, un homme voyait enfin qui j'étais vraiment, me chérissait et m'aimait inconditionnellement. Avais-je le droit de saisir cette main tendue? Méritais-je un bonheur aussi complet? Au lieu de répondre par des mots, j'ai simplement hoché la tête, mes larmes de bonheur coulant sans fin sur mes joues. Il m'a serré fort dans ses bras. Une étreinte chaude et puissante, comme pour compenser toutes les années de solitude et de froid que j'avais endurées. Nous sommes restés ainsi un long moment, sans un mot, sentant seulement nos deux cœurs battre à l'unisson. À cet instant, j'ai su qu'un nouveau chapitre de ma vie, rempli de lumière et d'espoir, venait de commencer. Nous n'avons pas quitté la chambre de bonne immédiatement. Aussi modeste soit-elle, c'est là que notre amour était né, là que nous avions découvert nos vrais visages. Nous y sommes restés encore quelque temps. Mais la vie était complètement différente. Le silence gêné avait laissé place au rire, aux conversations sans fin, à une douce attention mutuelle. Julien a cessé de jouer aux manœuvres. Il a repris ses fonctions au sein du groupe, mais chaque soir, il revenait dans notre petite chambre de bonne pour que nous préparions ensemble un dîner simple et partagions nos journées. Il n'était plus l'héritier qui avait tout, mais un homme dévoué à sa famille, un véritable mari. De mon côté, avec le soutien total de Julien, j'ai repris le chemin de mes rêves inachevés. Je n'ai pas choisi la facilité de devenir une femme et de vivre dans le confort. Je voulais me tenir debout par mes propres moyens. J'ai postulé à la Sorbonne en gestion d'entreprise et j'ai été accepté. Je voulais construire ma propre carrière avec mes propres compétences. Étudiante assidue le jour, épouse attentionnée le soir. Julien était toujours à mes côtés pour m'encourager. Chaque fois que je butais sur un problème, il m'expliquait avec patience les théories complexes. Il n'était pas seulement mon mari, mais aussi mon meilleur professeur, mon plus fidèle partenaire. Quant à ma famille, après le choc de ce jour-là, ils ne m'ont plus jamais importuné. La véritable identité de Julien et sa fermeté les avaient réduits au silence. Ma mère a dû vendre une partie des terres familiales pour rembourser les 50 000 euros, comme l'exigeait Julien. Ce n'était pas une question d'argent, disait-il, mais le prix du mensonge et de la cupidité. Chloé, après ce choc, a beaucoup changé. Elle n'était plus aussi arrogante, elle était devenue plus silencieuse. J'ai entendu dire qu'elle avait trouvé un travail dans une zone industrielle près du village. Être que cette coûteuse leçon lui avait enfin appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence ou ses biens, mais dans son caractère et ses efforts. Parfois, ma mère m'appelait. Sa voix était empreinte de gêne et de remords. Je ne lui en voulais plus. Le passé était le passé, et j'avais décidé de pardonner. Pas pour eux, mais pour ma propre paix intérieure. 1 an plus tard, le jour de l'anniversaire de notre incroyable mariage par substitution, Julien m'a offert la plus grande surprise de ma vie. Il avait secrètement organisé un vrai mariage, un mariage de rêve, juste pour nous deux.
Pas une fête somptueuse avec des milliers d'invités, mais une cérémonie intime et chaleureuse sur une magnifique colline surplombant la Seine. Les seuls invités étaient les parents de Julien, qui, après avoir entendu notre histoire, m'ont accueilli à bras ouverts, et nos quelques amis les plus proches. Ce jour-là, j'ai de nouveau porté une robe de mariée blanche. Mais cette fois, elle n'était pas lourde de larmes et de tristesse, mais légère et étincelante de bonheur. Sous une arche faite de milliers de roses blanches, sous les bénédictions de tous, Julien s'est de nouveau agenouillé devant moi pour me tendre une alliance. Cette fois, ce n'était pas un test, mais une promesse sincère. Hélène, sa voix tremblait d'émotion. Il y a 1 an, jour pour jour, le destin t'a mis sur ma route. Merci d'être entré dans ma vie, de m'avoir appris ce qu'est le véritable amour. Merci d'avoir accepté le manœuvre sans le sou. Et merci de promettre, encore une fois et pour toujours, de devenir ma femme. À partir de cet instant, je te promets de consacrer le reste de ma vie à t'aimer, à te protéger et à te rendre heureuse. J'ai pleuré, des larmes de pur bonheur. Ma vie, qui ressemblait à celle de Cendrillon, avait enfin trouvé son prince. Pas un prince de conte de fées, mais un prince qui était venu à moi sous l'apparence la plus humble et la plus sincère. Chers abonnés, mon histoire se termine ainsi. Ce n'est pas une fin heureuse offerte par une bonne fée, c'est une fin que j'ai conquise moi-même, par ma bonté, ma persévérance et mon courage de ne jamais abandonner. Cette histoire est la preuve que, peu importe la modestie de votre point de départ, peu importe les injustices et les peines que vous endurez, si vous ne perdez jamais votre intégrité et votre bon cœur, un jour, de la manière la plus inattendue qui soit, le bonheur finira par frapper à votre porte. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout.